Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette conférence virtuelle sur le racisme systémique et la police. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez, je suis responsable des campagnes ici à Amnesty International Canada francophone et j'animerai la conférence. Je suis ici aussi accompagnée de ma collègue Camille Maurier qui aide avec le côté logistique de l'événement et qui pourra répondre à vos questions techniques si vous en avez. N'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Donc, je vais juste commencer avec un petit ordre de jour pour que vous connaissiez le déroulement de la soirée. Nous allons commencer avec un mot de bienvenue et une mise en contexte pour l'événement de ce soir. Je vais faire le point sur quelques détails techniques en lien avec notre plateforme Zoom. Je vais vous présenter nos panélistes de ce soir qui vont prendre la parole et nous faire part de leur présentation. Et par la suite, on devrait avoir une bonne vingtaine ou trentaine de minutes pour une période de questions et réponses. Donc, encore une fois, merci d'être là avec nous ce soir. Je me joins à vous à partir des bureaux d'Amnesty International qui sont situés à Tiohtià:ke ou Montréal. Je voudrais reconnaître que nos bureaux sont situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nombre d'entre nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui. Tiohtià:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je sais que nous comptons parmi nous des participants et participantes de partout au Québec et peut-être même au-delà. Donc, je vous invite maintenant à partager dans le chat de quel territoire vous vous joignez à nous ce soir. Cette conférence virtuelle est la deuxième d'une série mensuelle portant sur divers enjeux reliés au racisme systémique. Tout au long des prochains mois, nous allons entendre des experts et expertes et des militants et militantes contre le racisme et apprendre comment le racisme systémique se manifeste dans notre société. Notre prochaine conférence, fin janvier, portera sur les intersections du racisme systémique et l'islamophobie. L'inscription n'est pas encore ouverte, mais vous pouvez consulter la liste de conférences sur notre page web que ma collègue Camille va partager maintenant dans le chat. Donc, qu'est-ce qui nous amène ici ce soir? La violence, la répression et les pratiques discriminatoires de la part des forces policières sont des enjeux de droits humains qui sont importants pour Amnesty International, qu'elles surviennent en Biélorussie, en Guinée, aux États-Unis ou bien ici au Canada. Au Québec et au Canada, les personnes autochtones, noires et racisées sont surreprésentées parmi les personnes tuées par la police, les personnes emprisonnées dans le système carcéral et les personnes touchées par les interpellations policières, pour ne nommer que quelques-unes. On se souviendra que ce sont les abus des femmes autochtones de la part de policiers de la Sûreté du Québec à Val-d'Or qui ont déclenché en 2015 la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, aussi connus comme la commission Bien. Dans une récente étude sur le SPVM, le service de la police de la Ville de Montréal, on a appris que les femmes autochtones à Montréal sont 11 fois plus à risque d'être interpellées par la police que les femmes blanches. Selon une étude de l'Université McGill de 2015, la meilleure façon de prédire la présence policière dans un quartier, dans les villes à travers le Canada, n'est pas le taux de criminalité, mais plutôt la proportion de la population qui est racisée qui se trouve dans ce quartier. Il y a juste 4 semaines, un homme noir et père de famille qui s'appelait Sheffield Matthews a été abattu par la police dans le quartier de Côte-des-Neiges à Montréal. Matthews s'ajoute à une longue liste de personnes noires, autochtones et racisées qui sont mortes à la suite des interventions des forces policières municipales et de la Sûreté du Québec. Pour s'opposer au racisme systémique, il faut le comprendre et c'est pour cette raison que nous sommes réunis ici ce soir avec des conférencières et un conférencier qui font du travail très important pour mettre la lumière sur le problème,
pour proposer des solutions et pour agir auprès de nos instances politiques pour la mise en place de ces solutions transformatrices. Donc, je vous remercie encore une fois d'être ici avec nous et un grand merci aussi à nos panélistes que je vais vous présenter sous peu, d'être parmi nous et de nous partager leurs connaissances. Juste avant de passer la parole à nos conférenciers, j'aimerais faire le point sur quelques détails techniques en lien avec la plateforme Zoom. Pour que vous le sachiez, vos microphones sont en mode muet pour assurer une meilleure audibilité des panélistes. Camille, je te demanderai, s'il te plaît, de partager les diapos. Vous pouvez en tout temps converser avec les autres participants et participantes et aussi avec les conférenciers et les animatrices par le biais du chat. Et vous pouvez en tout temps, si vous avez des questions pour la période des questions pour nos conférencières et conférenciers, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte questions-réponses. Si vous nous suivez, si vous tweetez en direct à partir de cet événement, n'hésitez pas à nous identifier sur Twitter. Camille, j'aurais besoin des diapos, s'il te plaît. Merci. Donc, je pense que ça fait un peu le tour pour les détails techniques. Nous sommes ravis de compter parmi nous ce soir 4 conférencières et conférenciers. Nous avons avec nous Jessica Quijano, coordinatrice du projet ISQUE au Foyer des femmes autochtones de Montréal. Et aussi, nous avons de l'équipe Montréal sans profilage, Rita Harim, Anne-Marie Livingston et Walter Guillaume, qui vont intervenir premièrement pour nous ce soir. Donc, avant de leur passer la parole, je vais vous les présenter. Anne-Marie Livingston a obtenu un doctorat en sociologie de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis en 2018. Elle réalise présentement un stage postdoctoral avec le programme en études d'immigration, d'ethnicité et du pluralisme à l'Université de Toronto. Elle a co-dirigé l'équipe de recherche Montréal sans profilage. Elle entreprend également d'autres enquêtes sur les inégalités raciales et les politiques publiques au Canada. Ses travaux de recherche ont été publiés jusqu'à maintenant dans plusieurs revues canadiennes. Avant de retourner dans le milieu académique, Anne-Marie Livingston a travaillé pour plusieurs années en tant que chercheur et gestionnaire pour le gouvernement du Québec, l'École de services sociaux à l'Université McGill, des fondations privées et organismes à but non lucratif à Montréal, ainsi qu'aux Nations Unies et d'autres organismes internationaux en Suisse, au Royaume-Uni, au Ghana et en Tanzanie. Walter Guillaume étudie en génie industriel à l'École polytechnique de Montréal. Il a choisi ce programme parce qu'il aime remettre les choses en question et réfléchir à des solutions afin d'apporter au changement. Efficace et dynamique, Walter s'implique bénévolement depuis plusieurs années dans le milieu communautaire, en grande partie avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel. Rita Harim est étudiante en droit à l'Université de Montréal. Elle a été interpellée à un jeune âge par la justice sociale, plus particulièrement par le racisme systémique et la condition féminine. Elle s'engage également auprès de plusieurs organismes dans le but de favoriser à la fois la parité femmes-hommes et l'accès à la justice, notamment à titre de coordinatrice de la clinique juridique de Saint-Michel. Depuis 2015, elle s'implique comme co-chercheur dans le projet Montréal sans profilage. L'enjeu du profilage racial la passionne particulièrement et elle aime orienter ses études et sa pratique du droit autour de ce phénomène et plus particulièrement sur la constitutionnalité de ces pratiques. Donc, merci d'être avec nous, Anne-Marie, Walter et Rita, et la parole est à vous. Merci beaucoup, Marissa. J'apprécie beaucoup ton introduction du contexte du profilage racial au Québec. Et donc, ce que moi, Rita et Walter allons présenter aujourd'hui, c'est des résultats d'une enquête qu'on a fait, une enquête qualitative, et d'un rapport qu'on a sorti en décembre 2018, intitulé
le profilage racial dans les pratiques policières, point de vue et expérience de jeunes racisés à Montréal. Juste une petite question. Je vois, comment je peux dire, excuse-moi, Marissa, mais il faudrait que je réduise le, comment je peux dire, les écrans pour que je vois le PowerPoint. Je pense qu'en haut à droite de ton écran, Anne-Marie, tu devrais voir des options d'affichage. Il y a affichage galerie et affichage intervenant. Je pense que si tu appuies sur affichage intervenant, ça devrait fonctionner. Camille, tu peux me corriger si j'ai tort. Marie, oublie surtout pas de partager ton écran. Je n'ai pas partagé encore. Non, je pense pas. En tout cas, moi, je vois pas. Ah là, je vois. Je ne sais pas pour les participants. Ah, OK, c'est ça qui était le problème. Merci, Rita. Merci. OK. Donc, pour continuer, donc, nous allons présenter aujourd'hui les résultats d'une étude qu'on a entrepris à travers, mon Dieu, et là, je ne suis pas capable de changer la page. Sinon, Anne-Marie, je peux prendre le contrôle du partage d'écran et puis vous me dites quand passer à la prochaine slide. Oui, s'il vous plaît. Alors, juste enlever le partage d'écran. OK. Ça va, Camille? Oui, une seconde. Désolée pour ce petit incident technique qui n'est pas dans nos habitudes. Mais voilà, c'est fini. On arrive à ce qu'on veut. OK. Merci beaucoup. D'accord. OK. Et donc, la prochaine diapo. OK. Donc, le projet a été, je dirais, exécuté dans 2 étapes. Il y a eu une recherche qui a été exécutée dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Et suite à ça, il y a eu un projet d'éducation et de conscientisation où on a développé des outils autour de l'information qui a été sortie de la recherche. Donc, la liste des personnes que vous voyez dans la photo et dans la liste ici ont tous contribué d'une façon ou d'une autre à la production de la recherche et des vignettes que vous allez voir aujourd'hui. J'aimerais juste vite les nommer. Stéphane Alix, Zakaria Younes Abidou, Larry Rémé, Marc-Andy Millien, Ted Rutland, Randy Jean-Claude, Marie Medek, Kevin Lowe, Miley Keo et Laila Belhami, qui sont pas nécessairement avec nous ce soir, mais qui font partie de l'équipe. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Et donc, à partir de l'étude, on a produit un rapport afin de rendre l'information disponible au grand public. Il était important pour nous que l'étude ne reste pas sur l'étagère, mais qu'elle sert à informer les discussions sur le profilage et la recherche de solutions. Et donc, on a tenu une conférence de presse en décembre 2018 qui a été couvert par les médias. Prochaine diapo. OK. Notre étude était la première enquête qualitative sur le profilage racial avec un échantillon assez important. Jusqu'à ce moment-là, il y avait un certain nombre d'études quantitatives sur le profilage racial. Donc, on savait déjà qu'il y avait un problème de disparité au niveau des interpellations, des arrestations et des détentions de personnes racisées à Montréal. Mais on savait très peu pourquoi ça se passe, comment ça se passe et quelles sont les conséquences pour les victimes. Et donc, quand j'étais dans le quartier Saint-Michel pour une autre étude, moi et mon collègue Ted Rutland avons rencontré des jeunes qui étaient très inquiets par la question des abus policiers dans le quartier et nous racontaient que c'était un sujet que les gens avaient difficulté à parler.
et qui voulaient que ça soit mieux connu. Et donc, on a décidé ensemble de lancer une enquête qualitative avec ces jeunes-là. Et ensuite, on a développé une équipe de jeunes. Et l'idée de faire l'étude avec des jeunes, c'est d'assurer que tout le processus soit ancré dans leur réalité, soit collé à leurs expériences et aussi prendre avantage de leur lien dans la communauté, de leur ancrage et de leur brillance. Et donc, peut-être vous avez, justement, Marissa, tu as mentionné l'étude qui est sortie de Harmonie, Rasawi et Mulon en novembre 2009, qui a été justement soutenue par le SPVM pour regarder les données sur les interpellations. Je crois que ce rapport-là ne couvre pas les interpellations sur la route, qui sont aussi une importante source de racisme systémique. Mais le rapport de Harmonie fait une analyse extrêmement exhaustive de la problématique. Et une des données les plus frappantes, c'était que le taux d'interpellation à Montréal a sauté de façon exponentielle durant les deux dernières années, on peut dire, ou entre les données pour 2015 jusqu'à 2007, et que cela n'a pas d'impact ou aucun lien avec les personnes arrêtées pour des crimes. Donc, comme vous voyez dans le graphique 1.3 à 1.3, la barre qui est léger, c'est le taux d'interpellation. La barre foncée en noir, c'est le nombre de personnes arrêtées pour des crimes. Comme vous voyez, il n'y a aucun lien entre l'augmentation d'interpellations et la répartition de crimes. Et donc, l'augmentation des interpellations est inexplicable. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Ça aussi, c'est un autre graphique sorti du rapport qui montre les écarts entre les personnes blanches et les personnes racisées et autochtones au niveau du taux des interpellations. Et comme vous voyez dans le graphique, les personnes autochtones, il faut noter que le graphique montre les données pour les résidents et non-résidents. Donc, si on prend la moyenne pour chaque groupe, on peut dire que vers 4% des personnes, non, pas 4%, les personnes autochtones ont 4 fois plus de chances d'être interpellées par la police que les personnes blanches. Pour les Noirs, c'est 4,4% environ, plus de chances. Le troisième groupe le plus affecté par ça, c'est les personnes maghrébines de Moyen-Orient, pour qui c'est autour de 2,3 plus de chances d'être interpellées qu'une personne blanche. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je pense qu'il en manque une, non? OK. Juste pour finir, peut-être sur l'autre graphique, c'est à noter que les moyennes dans les écarts cachent certaines disparités dans les groupes. Comme par exemple, Marissa a mentionné que les femmes autochtones ont 11 fois plus de chances d'être arrêtées qu'une femme blanche. Et parmi la population noire, c'est les jeunes plutôt, qui sont touchés. Donc, pour les jeunes, pour les Noirs âgés de 25 jusqu'à 34, c'est 5 fois plus de chances que les personnes blanches de leur âge d'être touchées, d'être interpellées pour des raisons non fondées. Donc, ce que nous avons identifié dans une étude et qui est, je crois, important à comprendre du phénomène de profilage racial, souvent quand on parle de ça, on parle comme si c'était le résultat de préjugés ou de stéréotypes. Et oui, c'est vrai, les stéréotypes, le racisme jouent un rôle dans le profilage racial, mais je dirais que encore plus important sont les politiques et les décisions qui viennent d'en haut, notamment du SPVM, de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, qui même autorisent les policiers à interpeller de façon plus intensive auprès de certaines populations, notamment les populations marginalisées, les populations stigmatisées, etc. Et on peut identifier au moins 4 politiques qui ont un impact direct
sur le profilage, qui même produisent le profilage racial. Donc, il y a ce qu'on appelle en anglais proactive policing, donc le maintien de l'ordre proactif. Il y a la racisation de la délinquance au Québec, notamment le discours autour des gangs de rue. Il y a les ressources disproportionnées dans les quartiers racisés et le déni du racisme systémique. Donc, avec le déni du racisme systémique qu'on entend toujours, notamment M. Legault et d'autres, le message que ça communique, c'est que si les personnes noires ou autochtones sont arrêtées pour plus fréquemment, ce n'est pas la cause des policiers, c'est à cause des comportements des personnes. Donc, il y a un gros problème à faire face. Et ça aussi un effet à perpétuer le profilage racial. Et comme Marissa a mentionné tout à l'heure, à Montréal, il y a un lien étroit entre la proportion de personnes de couleur et la taille des forces de l'ordre dans la ville, et que cela n'a aucun lien avec le taux de criminalité. Donc, l'investissement de ressources disproportionnées dans certains quartiers de la ville donne aussi place au profilage racial. Prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, excusez-moi. Un peu plus sur le maintien de l'ordre proactif, sans aller trop en détail. Il y a ce qu'on vit depuis un moment donné au Canada et aux États-Unis, c'est l'idée de maintien de l'ordre, c'est lié avec the broken windows policing. Ça a été, il y a eu les auteurs Wilson et Kelling aux États-Unis qui ont développé l'idée que pour contrôler la criminalité, il fallait agir sur les symptômes. Donc, il fallait arrêter, il est capable d'arrêter la criminalité avant que ça se passe. Donc, si on s'attaque aux symptômes de désordre, donc des fenêtres brisées, de la pauvreté, etc. Cette théorie n'a aucun fondement empirique, elle est très controverse, mais elle a eu un impact quand même sur les pratiques. On connaît bien Stop and Frisk à New York. Bien, à Montréal, on a une version de Stop and Frisk. Une façon que le maintien de l'ordre proactif est appliqué à Montréal, c'est à travers les règlements sur les incivilités. Ça, c'est des règlements qui sont sortis par la Ville de Montréal en 2004, qui identifient certains comportements et gestes qui sont maintenant illégaux. Et ce sont des gestes comme très anodins, très innocents, comme flânage, rassembler en groupe, faire du bruit, quoi d'autre, crachage, utiliser son bicycle sur le trottoir, en tout cas, toute une liste de comportements qui sont jugés des infractions. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont exécutés, ils sont appliqués de façon plus intensive auprès de certaines populations, notamment les jeunes racisés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et lié avec le maintien de l'ordre proactif, il y a la racisation de la délinquance et de la criminalité au Québec. J'imagine que la plupart des gens sont au courant du discours avec lequel on vit depuis au moins 10-15 ans, qui donne l'image que la délinquance, les gangs en particulier, c'est un phénomène qu'on trouve plus chez les jeunes noirs, jeunes latinos, etc. Et selon d'autres recherches que j'ai faites, cela a été basé sur des préjugés et non des données empiriques, fiables. C'était beaucoup sur des impressions, des anecdotes et non des faits réels. Mais on a exagéré le phénomène qu'il y avait des bandes de jeunes composées de jeunes racisés. Donc, le discours n'avait aucun fondement empirique. Et ce que cela a fait, en plus de renforcer les stéréotypes raciaux de délinquance, le concept de gang, comment il est utilisé au Québec, ça confond délinquance avec
crime organisé. Donc, cela permet aux policiers d'intervenir sur la délinquance de façon plus sévère et plus punitive. Parce qu'on fait le lien avec crime organisé, même si ce n'est pas le cas. Aussi, la façon dont le concept de gang est défini, ça donne l'impression que ça affecte une personne de tout âge. Et donc, encore, on peut intervenir auprès de jeunes ou de toute population parce qu'on dit qu'ils sont à risque d'être membres de gang ou ils le sont déjà. Et donc, si on met le lien entre le plan d'intervention sur les gangs et le régime de maintien de l'ordre proactif, on peut dire que l'association entre la couleur de la peau et la délinquance dans un discours soutenu par le SPVM et les médias permet les policiers à agir sur des stéréotypes raciaux. Dans la prochaine diapo, je vais vous montrer. Excuse-moi, la prochaine, pardon. Ouais. Les jeunes ont identifié certains stéréotypes que les policiers utilisaient pour interpeller des jeunes. Donc, ils disaient que tous les jeunes dans le quartier étaient à risque d'interpeller, mais certains jeunes en particulier, les policiers les surveillaient de façon plus intensive. Donc, des jeunes avec des pantalons baissés, des dreadlocks, des stéréotypes qu'on associe beaucoup avec hip-hop. Et donc, en renforçant ce discours-là, on peut dire que le SPVM a dit aux policiers ou a légitimé l'utilisation de la couleur de la peau comme critère d'interpellation, ce qui est contre la loi. Donc, dans notre rapport, on conclut que la lutte aux gangs de rue a été une atteinte aux droits des jeunes. Et si on retourne à l'autre diapo, voici un exemple un peu assez troublant, assez clair, que la lutte aux gangs de rue avait moins de lien avec des problèmes réels qu'avec des objectifs politiques et probablement financiers du SPVM. Voici un directeur de police qui dit les gens ont la perception que les gangs de rue prennent beaucoup d'ampleur, peut-être un peu plus d'ampleur qu'on le constate sur le terrain. Bien entendu, quand on représente seulement 2 ou 3, 4% de l'ensemble de la criminalité, mais qu'on obtient 60 ou 77% du temps d'antenne des médias, les gens ont l'impression sur le terrain que les gangs de rue se foisonnent. Et c'est nécessairement pas le cas. Donc, même si les supposément gangs ne posent pas de danger sérieux, il explique dans la prochaine citation, c'est quand même tout à fait justifié notre lutte contre le phénomène des gangs parce que c'est sur le sentiment de sécurité du citoyen que nous intervenons. Prochaine, okay. Et la suivante, s'il vous plaît, Camille. Et donc, voici quelques exemples qui illustrent, qui vont voir le rôle de la police autrement. L'idée est que la police est là pour contrôler la criminalité, mais dans les écrits scientifiques aux États-Unis, on dit que c'est une méconception du rôle de la police. Un des rôles de la police, c'est beaucoup de contrôler les symptômes des inégalités, de contrôler les effets pervers du capitalisme, etc. Et c'est souvent le contrôle social c'est fait parmi des gens considérés de façon stéréotype déviants, que ce soit noirs, que ce soit personnes itinérantes, etc. Et donc, il faut penser au rôle de la police comme mécanisme de contrôle social qui a un impact désastreux sur les populations les plus vulnérables.
Vous allez voir, par exemple, dans notre étude, on a découvert, les jeunes nous racontaient que souvent, les policiers, on dirait qu'ils intervenaient juste parce qu'ils n'avaient rien à faire. Et dans les études scientifiques, c'est démontré que les policiers, disons, le contrôle de la communauté prend peut-être 4% de leur temps. La majorité de leur temps, c'est sur des réponses à des appels, c'est des choses relativement insignifiantes, pardon, en français. Et donc, l'idée que la police agit sur la criminalité et la sécurité publique, OK, méconception, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est une exagération et ce n'est pas la réalité. Et donc, j'aimerais qu'on commence à penser au profilage racial à Montréal comme venant de politiques de décision prises par les institutions qui, de façon indirecte et directe, autorisent les policiers à intervenir de façon plus sévère, plus intensive auprès de personnes autochtones, noires et racisées à Montréal. Et sur ça, je vais passer la parole à mes collègues Rita et Walter qui vont présenter les résultats de l'étude. Bonjour tout le monde. On peut aller à l'autre diapositive, s'il vous plaît. Oui, je vais commencer par vous présenter en gros les résultats de la recherche. Comme il est possible de voir sur cette diapositive, plus de la moitié des jeunes qu'on a interviewés avaient déjà eu un contact avec la police, donc 27 sur 48. Et dans la grande majorité des cas, ce contact était initié par les policiers, à l'exception de 2 ou 3. C'était des interpellations qui étaient généralement non fondées, c'est-à-dire elles n'arrivaient pas parce que le jeune avait commis une infraction ou un délit. Et enfin, 14 sur 14 des entrevues, les jeunes ont rapporté qu'ils avaient déjà subi des abus de la part des policiers. On peut changer de... les policiers, ils ont plusieurs méthodes d'intervention envers les jeunes. Parmi ces méthodes, il y a la surveillance, les interpellations non fondées, le contrôle d'identité, les infractions mineures, les fouilles, les arrestations et détentions. Chacune de ces méthodes sera un peu élaborée à l'aide de citations qu'on a tirées des entrevues par la suite. On peut changer de diapositive. Pour ce qui a trait à la surveillance, remarque qu'il y a une surveillance accrue des policiers sur les jeunes. Ils connaissent les endroits que les jeunes fréquentent. Et les jeunes, ils se sentent trop surveillés et pas assez protégés de la part des policiers. On peut changer. Donc, ici, je vais vous lire les mots d'un participant. C'est un jeune homme noir. Parfois, on est juste là au port. Ils vont commencer à faire des tours, comme s'il y avait de quoi de suspect qui va se préparer ou quoi que ce soit. Mais pourtant, on est juste là. Donc, quand il dit qu'il commence à faire des tours, on peut voir qu'il se sent surveillé parce qu'il dit qu'on est juste là et il commence à faire des tours. C'est comme s'il n'avait pas nécessairement besoin de commettre un délit ou faire quelque chose pour que la police soit là. On peut changer de diapositive. En fait, je passe la parole à Rita. Super, merci beaucoup, Walter. Bonjour. Moi, je vais vous parler principalement des interpellations qui sont non fondées, qui est une des méthodes d'intervention qu'on a pu avoir dans nos résultats. Donc, par interpellation non fondée, premièrement, ce qu'on a remarqué, c'est que le taux d'interpellation variait en fonction de l'âge, de l'identité, donc homme-femme la majorité du temps, ou l'assignation raciale. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont remarqué qu'ils se faisaient plus souvent interpeller. Par exemple, ils se faisaient interpeller parce qu'ils conduisaient, par exemple, mais qu'ils se faisaient plus souvent interpeller lorsqu'ils avaient, par exemple, des dreadlocks, des pantalons baissés, une casquette ou un bandana. Donc ça fait un peu du pouce sur ce qu'Anne-Marie disait un peu plus tôt dans la présentation par rapport à la légitimité que certains policiers ont d'utiliser des moyens d'interpellation non fondés, juste basés sur des stéréotypes raciaux ou sur l'apparence physique.
Il y a aussi beaucoup, dans notre recherche, on a réalisé que c'était souvent des personnes noires qui étaient interpellées de manière non fondée, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de personnes racialisées aussi de manière générale. Puis, sur le spectre de l'interpellation, c'était souvent, sans banaliser évidemment, ça allait souvent de l'interpellation de routine jusqu'à la détention, voire l'arrestation. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on les caractérise principalement d'aléatoires, sans rapport avec une infraction ou un crime commis. Il y a plusieurs jeunes qui ont rapporté s'être fait aborder premièrement pour chercher de l'information, mais par la suite dans le but d'obtenir de la preuve, par exemple. Il y a également aussi des jeunes qui disaient que les policiers justifiaient rarement ou jamais leur interpellation. Donc, ils se faisaient aborder une première fois, le jeune demandait « Pourquoi est-ce que je me fais intercepter ?» Puis, les policiers refusent de répondre à cette question, qui est évidemment un de leurs droits de savoir la raison les motifs de leur arrestation. Puis, par la suite, c'est correct. Donc, il y avait également aussi des interrogatoires qui étaient non fondés. Donc, l'un des exemples d'interpellation non fondée par une jeune femme noire qui dit ben, le contact avec la police, c'est pas tout le monde. Depuis que tu es dans le quartier, tu chilles dans le quartier, la police va quand même au moins une fois t'avoir parlé. Donc, on voit un certain pattern, si je me permets l'anglicisme. On est dans le quartier, on fait pas grand-chose, on comprend pas pourquoi on se fait interpeller. On peut passer à la prochaine diapositive. Parfait. Donc, il y a aussi un homme noir ici qui dit « En général, on dirait que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Alors, on leur demande « Pourquoi vous venez nous voir? On n'a rien fait de mal. » Ils répètent alors « Ça, ce n'est pas important. » Ils continuent en nous demandant notre nom, notre adresse et tout ça. Ça m'apporte à vous parler de la prochaine méthode d'intervention qu'on a pu remarquer, qui sont les contrôles d'identité. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, contrôle d'identité, aussi appelé contrôle au faciès. Le nom est principalement pris d'une politique contre les contrôles au faciès qui se passe en France. Puis, en fait, les contrôles d'identité, c'est simple, c'est souvent suite à des interpellations qui sont non motivées. Puis, c'est une des expériences les plus communes pour les jeunes du quartier. Ils caractérisent de fréquents, répétitifs, intrusifs, voire abusifs. Puis, les jeunes ont souvent deux attitudes face au contrôle d'identité. Ils sont soit ils coopèrent, donc ils se résignent, ils comprennent l'importance du contrôle, ou certains le voient même comme une forme d'harcèlement, comme vous pouvez le voir dans les prochaines diapositives. Donc, le premier, c'est un homme noir. On attendait devant un bloc, on était allé chez un ami. Ils ont vu qu'on était noirs puis qu'on avait des dreads, on attendait devant la porte. Ils ont juste dit, ben, une gang de noirs devant une porte, c'est louche. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faites là à cette heure-là? On dit qu'on attendait pour voir un ami. Ils ont dit qu'on aimerait savoir vos pièces d'identité. Là, ici, on peut revoir plusieurs éléments dont Anne-Marie a parlé plus tôt. Déjà, on voit, c'est devant un bloc. On voit aussi qu'ils sont en groupe. On peut parler peut-être de politique d'incivilité, flânage. On voit aussi que le jeune remarque qu'il pense que c'est en raison de sa couleur de peau, mais aussi de la manière dont il est habillé. Donc, on voit qu'il remarque qu'il a des dreads. Puis, on peut voir aussi l'attitude du policier. Il sait très bien qu'il n'a aucun motif et il va lui dire « j'ai aucun motif, mais je m'en fous », en gros. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Puis, donc, ici, c'est également un homme noir qui dit « De mon expérience à moi, où j'ai le plus bavé avec eux, c'est quand ils m'ont demandé mes cartes alors qu'ils ont fini de me nommer par mon nom. » Donc ça, on voit vraiment le caractère ironique de demander les cartes d'identité alors qu'ils connaissent déjà l'identité de la personne et même le caractère répétitif. Donc, on voit une certaine volonté des policiers de connaître les jeunes du quartier, de quand même continuer à les interpeller malgré le fait qu'ils connaissent déjà ces jeunes-là. Donc, d'où l'aspect répétitif des contrôles d'identité. Vas-y, Walter. Micro. Merci, Rita. Comme ça a été mentionné un peu plus tôt, sur 14 des entrevues qu'on a passées, les jeunes, ils avaient déjà vécu des abus de la part des policiers. Et ces abus se présentent sous différentes formes. Donc, il y a l'abus d'autorité. Les jeunes, ils recevaient des insultes verbales. Ils subissaient de l'intimidation et de la violence physique. Ils se faisaient menotter, ils recevaient des coups. Les policiers sortaient même leurs armes et certains jeunes se sont fait infliger des blessures. Ouais. On peut changer de...
Dans un exemple de citation, mon asti de mot N, c'est ce que tu mérites. Donc, c'est de la part d'un homme noir. Et aussi, on peut lire, tu peux y aller là, mais faites attention, garde-toi les fesses serrées. C'est de la part d'une jeune femme noire. Ce sont des mots qui sont, disons, violents et c'est autant de l'abus verbal et de l'intimidation, en fait, dans ce qui a trait à la citation de la femme. Ouais. Ici, on a un exemple d'abus d'autorité. Une fois, je marchais, puis il y avait eu des policiers qui avaient intervenu. J'avais rien fait de mal. Ils voulaient parler avec mon ami. Ils m'ont dit de circuler. Là, j'ai dit, OK, c'est bon, je vais circuler. Après, je voulais rentrer chez moi, donc j'ai repassé devant la police. Là, il me dit, je t'ai dit de circuler. Qu'est-ce que tu fais là? Bam, il m'a donné un ticket pour entrave à la justice ou refus de collaborer. Le ticket était de 152 $ ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un abus d'autorité de la part de la police. Les mots parlent d'elles-mêmes. Ouais. Ici, je vais vous lire une citation dans laquelle on peut voir autant de la violence physique, mais aussi une violence à caractère sexuel de la part de la policière. La personne dit, une policière a commencé à cirer mes testicules. L'autre avait son genou sur ma gorge. Elle lui a dit, donc en parlant avec son collègue, j'ai essayé d'attraper ses couilles, mais je ne les ai pas pognées. Il a une petite queue. Encore une fois, c'est des mots qui peuvent être blessants et qui peuvent toucher le jeune en question. On peut changer. Je repasse la parole à Rita. Super. Donc, pour l'un des derniers résultats qu'on a obtenus, c'était sur les répercussions. Donc, comme Anne-Marie l'a dit un peu plus tôt, c'est la première recherche qualitative qu'il y a eu sur le sujet. Donc, d'où l'importance d'aller chercher ce que les personnes ressentaient et de ne pas juste parler dans l'abstrait, vraiment d'aller chercher ce que les gens, comment ils se sentaient à l'intérieur d'eux. Donc, on a recensé 3 principales répercussions, donc psychologiques, participation citoyenne et socio-économique. Pour ce qui est de la première, donc psychologique, la majorité du temps, les jeunes exprimaient leur stress, leur peur, leur insécurité, l'intériorisation des préjugés ou le sentiment de culpabilité. Par stress, c'est assez particulier parce que les gens sur un spectre vraiment allaient de « je suis stressée » à « j'ai des réactions physiologiques incroyables ». Puis, par la suite, on a également la participation citoyenne. Le plus grand effet, ça a réellement été la perte de confiance envers la police, envers le système judiciaire et la police. Donc, on peut peut-être passer aux exemples. Là, je vois qu'on manque de temps, donc je vais y aller un peu plus vite. Donc, moi, quand je vois la police, ça me donne juste envie de chier parce qu'ils sont là pour faire la loi comme ils disent, mais c'est des êtres humains, ils font des erreurs comme tout le monde. Ils sont incompréhensifs. Comme je disais, ça me donne le goût de chier. Mon corps ne se sent pas bien, pas du tout. Donc, c'est assez choquant de voir une réaction physiologique aussi intense. Puis, plusieurs recherches ont également déterminé que le stress était une réaction physiologique. Je veux dire, l'envie de chier était une réaction physiologique reliée au stress. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Pour ce qui est du manque de confiance envers la police, on a une jeune femme noire qui dit que c'est rendu qu'on n'a plus peur de la police, qu'on se sent en sécurité. Donc, ça revient à ce que Walter disait, over-surveilled and under-protected. Puis, je ne vais jamais me fier à la police. Donc, pour conclure, la recherche nous permet de dire que le profilage racial, c'est en fait un problème systémique parce qu'il façonne les pratiques policières, donc les niveaux d'intervention, les contrôles d'identité, les surveillances qui sont accrues et non motivées. Il affecte toute la population du quartier, mais en particulier les jeunes racisés. Et ça se déroule dans différents espaces dans le quartier. On peut changer. Oui. Ça compromet l'estime de soi et la santé mentale des jeunes racisés, comme Rita vient de vous en parler. Le profilage racial aussi, c'est une atteinte aux droits des jeunes qui sont touchés. C'est très présent et pas assez parlé. Et les solutions qui sont prises pour contrer ça ne sont pas assez concluantes. Voilà.
Donc, merci Walter d'avoir conclu la recherche. Je pense que je vais conclure la présentation en vous parlant un peu du contexte de notre recherche en 2020. Donc, c'est sûr que notre recherche a commencé en 2015 et s'est échelonnée jusqu'en 2018. On s'est basé sur plusieurs recherches qui ont eu lieu avant nous, évidemment. Puis, je l'espère, il y en aura aussi après nous. Mais ce qui est important de voir, c'est que malgré le fait que notre recherche, c'est une recherche qui est antérieure, elle est toujours d'actualité. Puis, il faut vraiment avoir une immense introspection en tant que société pour savoir pourquoi est-ce que les conclusions qu'on a trouvées en 2018 sont encore en 2020 similaires. Je pense que notre recherche en 2018 était, j'en parle comme si c'était dans les années 40, là, mais je veux dire, les gens étaient évidemment pas prêts à nous écouter. Puis quand je dis les gens, évidemment, je parle des grandes politiques. Encore aujourd'hui, on a de la difficulté à mettre le mot racisme systémique, puis même qu'on décide de le confondre avec systématique parce qu'on n'a rien d'autre à faire, je suis désolée. Mais donc, c'est sûr que, évidemment, on n'était pas prêts de nous entendre en 2018. Puis j'espère qu'aujourd'hui, avec tous les mouvements sur la mort de George Floyd, avec la mort de Sheffield Matthews aussi dernièrement, j'espère qu'on va être capable, tu sais, c'est un call to action, on va être capable d'en parler, de faire reconnaître que c'est un enjeu qui existe. Comme Will Smith l'a si bien dit, je pourrais pas le dire autrement, it's not getting worse, it's getting filmed. Puis j'espère que notre recherche, c'est le début d'une panoplie de recherche. J'aimerais saluer les organismes dans le quartier qui continuent à militer contre le profilage racial. Je pense à la clinique juridique de Saint-Michel, au Forum jeunesse de Saint-Michel également. Puis, je vous conseille de vous procurer notre rapport pour voir toutes nos recommandations qu'on a à faire sur le sujet. Donc, merci de nous avoir écoutés. On peut passer à la prochaine diapositive. Merci beaucoup. Merci énormément, Walter, Anne-Marie et Rita, pour cette présentation très instructive et intéressante. L'étude que vous avez réalisée est très importante, donc je suis contente d'avoir cette occasion d'entendre un peu plus sur les constats. Et je pense que peut-être pendant la période des questions, on pourra explorer un peu les recommandations aussi. Je ne vais pas tarder avant de passer à la prochaine conférencière, mais juste un petit rappel, je vois qu'il y a peut-être des questions qui se tapent dans le chat. Je vous rappelle, pour des questions pour les panélistes, veuillez les entrer dans la boîte questions et réponses. Et comme ça, on peut les traiter lors de la période des questions. Donc, notre prochaine conférencière est Jessica Quijano. Elle est militante de la communauté féministe et travailleuse de rue dévouée depuis une vingtaine d'années. Elle est la coordonnatrice de Ishkwe, un projet affilié au Foyer de femmes autochtones de Montréal depuis sa création en 2017. Le mandat du projet Ishkwe est de réduire le nombre de femmes, de filles, de personnes transgenres et bispirituelles autochtones disparues et assassinées, et d'assurer que la police assure un suivi approprié des cas de personnes disparues. Merci. Jessica, la parole est à vous. Merci beaucoup, puis merci à tout le monde, Anne-Marie, Rita et Walter pour votre recherche. C'est vraiment super intéressant parce que ça aussi renforce toutes les choses que j'ai déjà vues dans mon travail, travaillant pas non seulement avec la communauté autochtone, mais aussi avec des communautés qui ont beaucoup d'interceptions avec la police à tous les jours dans leur vie. Moi, j'ai grandi à Côte-des-Neiges, alors j'ai bien eu la police dans nos vies au quotidien et ça m'a vraiment formé comment faire mon travail parce que présentement, avant que j'explique, je travaille assez fréquemment avec la police, la SPVM ici à Montréal. Alors, moi, je travaille pour le Foyer des femmes autochtones ici à Montréal. On existe depuis 1987. On est un refuge pour des femmes et leurs enfants autochtones et on soutient des femmes autochtones ici à Montréal dans plusieurs différentes quand ils viennent chez nous, trouver un logement, l'emploi, une variété de différentes raisons à travers le pays. On a quand même une grande population inuit qui vient du Nord, qui vient à Montréal, qui des fois viennent au Foyer des femmes autochtones. Moi, j'étais engagée en 2017 comme coordonnatrice du projet Ishkwe. Le projet Ishkwe était établi pour répondre à la crise des femmes autochtones disparues et assassinées. J'inclus aussi les personnes trans et non-binaires et Two-Spirit.
Parce que pendant des années, au foyer des femmes autochtones, quand il y avait des femmes qui partaient du foyer, c'était très difficile pour que la police prenne le rapport de disparition. La police souvent disait « Ah, elle est probablement allée boire. Quand on parle de stéréotypes, elle était allée boire avec ses amis, elle va revenir. Oh, c'est une travailleuse du sexe, et peut-être avec des clients. » Il n'y a pas de raison qu'on prend son rapport de disparition. Il n'y a rien à de vous inquiéter. Alors, ça, c'était un enjeu qui était très difficile. Alors, pendant des années, avec Femmes autochtones du Québec, ils ont décidé d'engager quelqu'un qui serait comme pour être entre la police et la personne la famille ou la personne, dans le cas, un intervenant qui fait le rapport de police à la SPVM. Et aussi, je travaille aussi avec la SQ autour du Québec. Alors, premièrement, j'aimerais juste qu'on réfléchisse sur ça. La communauté autochtone, fallait qu'il engage quelqu'un à temps plein pour que la police prenne un rapport de disparition quand des femmes autochtones sont victimes de possiblement de violence. Alors, quand on parle de over-surveilled and under-protected, c'est complètement ça qu'on voit avec la communauté autochtone ici, pas non seulement au Québec, à Montréal, mais à travers le Canada. Et c'est aussi très, très important de comprendre que la non-action, souvent des corps policiers, de pas prendre au sérieux des cas de femmes autochtones quand elles sont victimes de crimes est intentionnel. Ce n'est pas une coïncidence qu'on a une crise de femmes autochtones disparues et assassinées en 2020 qui continue aujourd'hui et que ces systèmes-là, comme la police, sont ces structures qui contribuent beaucoup à cette crise de femmes autochtones disparues et assassinées. Alors, vous pouvez voir que le défi avec le travail que je fais, c'est que je veux juste vous expliquer. Admettons, j'ai une mère qui m'appelle, me dit « Je suis très inquiète pour ma fille. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue. Elle ne me répond pas mes messages. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? » Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je peux accompagner cette mère-là à faire le rapport de police. Premièrement, une des choses qu'on voit souvent dans la communauté autochtone, c'est des fois difficile que le policier prenne le rapport dans la langue que la personne veut déposer le rapport de disparition. Souvent, je travaille avec la communauté ici autochtone qui parle uniquement l'anglais. Ça, c'est un défi. Deuxième défi, c'est les personnes que je travaille avec sont criminalisées à tous les jours par la police de Montréal. Alors, ce qui veut dire, si quand ils sont inquiets pour leur ami, ça fait quelques jours qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne veulent pas nécessairement aller à la police pour faire leur rapport de disparition parce qu'eux, ils ont peur que peut-être ils vont se faire arrêter parce qu'ils ont des mandats. Et non plus, il n'y a aucune confiance envers la police parce qu'à tous les jours, la police leur dit « Tu ne peux pas boire ta bière ici, tu ne peux pas dormir ici ». Ils sont continuellement, ont des interactions avec la police. Et là, quand on parle des femmes autochtones qui étaient interpellées 11 fois plus par la SPVM, je dis ça dans mon opinion, mais je crois que c'est les femmes que je travaille avec. Parce que c'est des femmes qui sont en pauvreté extrême, des fois qui sont dans des situations d'itinérance, qui sont criminalisées souvent, qui rentrent dans le système carcéral et ressortent de ce système carcéral. C'est les mêmes femmes que j'ai des disparitions et des assassinats. Alors, il y a une corrélation entre le racisme systémique et des femmes autochtones disparues et assassinées. Aussi, les femmes autochtones ils ont une surreprésentation d'agressions sexuelles et d'assassinats. Juste pour vous donner un peu une idée, la population de femmes autochtones au Canada est moins de 3%. Par contre, ils représentent 25% des homicides. C'est énorme. On a les mêmes statistiques par rapport aux agressions sexuelles. Par contre, quand les femmes que je travaille avec, quand ils sont victimes d'agressions sexuelles, et souvent, ils ne vont pas aller porter plainte à cause de leur peur de la police. Non, juste ça, présentement, je travaille présentement où on a
on est dans une crise de overdose et la présence policière dans des quartiers, par exemple au centre-ville de Montréal, où il y a une plus grande concentration de personnes autochtones itinérantes, fait qu'ils consomment et on a eu plus de overdose et de décès parce qu'ils se cachent de la police. La police même, ils ne veulent même pas donner de naloxone. Ça, c'est un médicament pour sauver la vie de quelqu'un. Quand ils ont une overdose, la police de Montréal ne veut même pas donner ça, même souvent s'ils sont les premiers à répondre. Alors, ça dit vraiment, et je dirais que je ne serais pas d'accord que c'est la police qui devrait intervenir dans des cas de overdose. C'est vraiment une stigmatisation de personnes qui consomment de drogue, que si tu as une crise cardiaque, ce n'est pas la police qui vient chez toi. J'ai déjà fait plusieurs interventions en santé mentale. Je vois comment la police, quand ils interviennent dans une situation de santé mentale, que ça met la situation encore pire. Ça aussi, je vois souvent la peur d'un policier ou une policière quand c'est un homme noir, exactement, qui est en crise de santé mentale. Ce sont je pense, des stéréotypes, c'est vraiment ancré dans nous. Des fois, je crois que des personnes ne sont pas conscientes. Quand on dit que des affaires comme toute police sont violentes, parce que moi, je vois la police comme une institution, de ce que moi, je vois, il n'y a pas de bons policiers. Ce que moi, je dis, c'est que c'est impossible de travailler dans un corps policier sans être au courant de la violence, être témoin de violence et, comme on dit, être complicite dans ce système. C'est impossible parce qu'on entend tellement de témoignages qui ne sont jamais rapportés, qui ne vont jamais avoir de plainte. Puis je dirais même, le processus de plainte qui peut être très traumatisant pour personnes quand il était abus à policière et même met à risque. Si, admettons, une femme me dit qu'un policier l'a agressée sexuellement, si elle porte plainte, il y a des bonnes chances que peut-être elle va être ciblée par ce policier ou même ses collègues. Alors, ce qu'on dit, c'est le système de police est intentionnellement là pour marginaliser et exclure et ne pas protéger certaines communautés. Et même la police comme institution, c'est une institution raciste et violente. Tu ne peux pas travailler à la SPVM et pas être au courant de la violence qui se passe. Je ne le crois pas. Je sais que il y a des policiers qui me l'ont déjà dit, qui ne sont pas d'accord avec les choses qui se passent, qui ont déjà été témoins. Par contre, eux ne disent rien par rapport à ces choses-là. Alors, c'est comme moi, si moi je suis témoin d'un crime ou quelqu'un sait, puis moi je dirais, ça c'est quelque chose qui arrive au quotidien à la SPVM. Tout ça, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je sais peut-être que vous avez beaucoup de questions. C'est très intéressant. On a beaucoup de recherches. Moi, j'ai participé à beaucoup de commissions. Je pense que maintenant, on est au point qu'on n'a plus besoin de recherche pour croire que les personnes noires, autochtones et racisées sont discriminées par les corps policiers. Anne-Marie et son équipe, vous avez fait excellent travail, beaucoup de travail. Ça serait vraiment de passer à l'action. Alors, une des choses que le Foyer des femmes autochtones, on fait partie de la coalition pour définancer la police et c'est une des choses qu'on voit comme une solution. Parce que pendant plusieurs décennies, pas juste plusieurs de personnes, on travaille sur la réforme de la police, d'essayer d'adresser ces problèmes de racisme systémique et ça revient à pas grand-chose. Et je dirais ça continue à être une question de vie et mort, comme on a vu malheureusement Sheffield Matthews, un autre homme noir dans NDG, c'est le deuxième homme noir dans les deux dernières années qui était assassiné par le SPVM, qui était en crise de santé mentale. 70% des décès par la police sont des crises de santé mentale. Quand est-ce que ça va arrêter? Alors, ça vient vraiment, c'est une question de vie
life or death quand on parle de ces choses-là. C'est très, très urgent et comme au début, on a dit Amnesty International, c'est un aspect de droit humain. Et on peut en parler et faire le débat, mais pour moi, je pense que c'est important qu'on écoute ce qu'on dit, les personnes, les recherches qui ont fait énormément de travail et moi qui travaille sur le terrain, qui voit que et c'est très vrai que la police, ils s'ennuient beaucoup. Hein? Des fois, ils sont comme 8 pour un appel que moi, je fais toute seule. C'est comme incroyable les ressources et l'argent. Et je veux juste, parce que je dois pousser, on a jusqu'au 7 décembre pour voter le budget de Projet Montréal qui a augmenté le taux de police, 14,2 millions de dollars pour des nouveaux chars. Je pense que Montréal, on n'est pas très content, les Montréalais, par rapport à ça. On fait beaucoup de sacrifices partout dans certains des départements. On demande un définancement de 50%. On demande que les Montréalais pouvaient aller, je vais l'écrire, defund.ca pour envoyer une lettre à vos représentants municipaux de ne pas approuver ce budget là et nous soutenir dans le définancement de la police, où on veut vraiment donner les ressources aux communautés pour adresser les racines de beaucoup. Alors, c'est la pauvreté, le logement, des services en santé mentale. Je dis ça très vite, mais je veux juste vous donner la chance à poser vos questions. Alors, merci. Merci beaucoup, Jessica. Et je tiens à remercier énormément nos 4 intervenants de ce soir pour être avec nous et pour le partage de leurs connaissances. Ça met beaucoup de lumière sur notre thème de racisme systémique et la police. C'est très intéressant d'avoir vos 2 côtés de la médaille, si vous voulez. Anne-Marie, Walter et Rita parlaient du fait que effectivement, les populations racisées dans Saint-Michel sont criminalisées et en fait, le taux d'interpellation policière n'est pas vraiment relié avec la criminalité. Par contre, dans l'expérience de Jessica, elle essaie d'interpeller la police par rapport à des crimes contre des femmes autochtones. Puis, elle a de la misère à faire en sorte que la police prenne des pas pour justement passer à l'action pour des vrais cas de criminalité. Oui, je dirais même que la police sont déjà présents souvent dans des cas où ils pourraient faire des arrestations et c'est comme de jeunes femmes, adolescents qui sont exploités et ils font rien. C'est souvent la fille qui se fait criminaliser et arrêter. Et même avec violence conjugale, quand une femme a déjà appelé le 911 parce que son conjoint, j'ai une situation, était violent, puis elle avait des mandats, c'était elle qui s'est fait arrêter. OK? Alors ça, c'est des vraies affaires. Alors l'affaire, c'est quand moi j'envoie un policier à une de mes clientes autochtones, moi, I pray que quelque chose ne va pas arriver à elle. Et alors, on a vraiment besoin d'une alternative à une autre réponse. Parce que ça n'a aucun sens que des femmes qui ont autant de violence, ils ne sont pas capables d'appeler la police pour avoir une protection. Alors, si je veux juste venir sur ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors, le concept de protéger, la police protège qui présentement? Merci. Et en fait, avant de passer à la période des questions, je me suis dit, tu sais, ici à Montréal, on voit un peu le débat par rapport au définancement de la police, puis il y a une coalition, comme tu dis, qui mène un peu ce mouvement-là. Est-ce que toi, Jessica, tu pourras vulgariser un peu pour peut-être les gens qui sont en dehors de Montréal ou n'ont pas entendu parler de qu'est-ce que ça veut dire effectivement, à quoi ça a l'air dans les opérations de définancement de la proposition de définancer la police? Demain, on va avoir un live stream Facebook Live à 10h de on l'appelle la vision du peuple par rapport à définancer la police, comment on voit ça comme un budget. Alors, c'est vraiment investir dans des communautés, comme j'ai dit, comme moi je travaille avec la population itinérante, il y a environ, présentement, il y a 6 000 personnes ici, ça a doublé durant la pandémie. La majorité du temps, la police au centre-ville, c'est de donner des mandats, c'est de
de continuer à faire de la surveillance sur des personnes en pauvreté. Nous, on dit on leur donne des logements présentement. Ça éliminer beaucoup de leur travail. Ça serait d'avoir une équipe formée pour répondre à des cas de santé mentale sans police. Je veux que vous soyez clair, on fait déjà ce travail présentement dans les communautés. On est juste sous-financé, on n'a jamais assez de financement. Alors, ça serait de donner ce financement à des organismes communautaires qui travaillent déjà avec les communautés, qui connaissent les communautés et qui peuvent avoir plus de services. On parle de comme 665 millions de dollars que la Police de Montréal investit, qui est le plus au Canada, c'est 210 policiers sur 100 000 habitants ici. Comparé à Toronto, c'est 160 policiers sur 100 000 habitants. Et Montréal a un des taux de crime qui est le plus bas de ville. Alors, ça n'a aucun par rapport au crime et la police. Ça serait avoir plus de services de santé mentale, qu'on n'a pas des longues listes d'attente. Ça serait d'avoir des sites de consommation sécuritaire pour des personnes qui consomment, d'avoir des détox. Je crois que notre système présentement, ça ne fonctionne pas. On arrête le monde, on leur met en prison, ils ressortent, ils retournent au même cycle. Parce qu'il n'y a on ne leur donne pas d'option. Il n'y a pas de détox, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de service pour trouver un emploi. C'est extrêmement difficile si tu es dans une situation de pauvreté ou tu as un problème de consommation, de t'en sortir, même si tu as tout le vouloir. Ces systèmes-là n'existent pas. Alors, c'est vraiment de réimaginer notre société, de créer ces services-là, de strengthen les services qui existent déjà et donner du soutien à des familles, des familles monoparentales. Moi, travaillant avec le monde, moi, je sais quand tu n'es pas stressé de payer ton loyer et de manger, tout réduit. Il n'y a pas autant de raisons d'aller voler au coin de la rue ou peut-être vendre la drogue. C'est vraiment souvent parce qu'il n'y a pas assez il y a toutes ces barrières. Si tu as un criminal record, tu ne peux pas trouver un emploi. Il y a tellement de barrières partout que c'est vraiment difficile de t'en sortir si tu veux. Et on dit aussi, comme Vancouver vient juste de décriminaliser la possession, beaucoup de violence, qu'on voit de violence quand on parle vraiment, c'est à cause du drug trade. C'est complètement ça, c'est de décriminaliser ces drogues. On sait que la guerre de drogue ne fonctionne pas. Il y a plus de monde qui sont décédés cette année de overdose au Canada que COVID. Et on ne voit pas nos gouvernements avec une crise pour vraiment adresser la crise d'overdose. Alors, c'est vraiment ça, c'est vraiment soutenir les communautés et aller comment on dit ça, the root of the problem et pas juste avoir constamment des réactions. Parce que la police prévient vraiment rien, c'est tout une réaction à un problème social. Merci beaucoup et merci pour le partage dans le chat de l'action que la coalition dont vous faites part propose. Je vais aussi, je vois qu'il y a des questions qui entrent, donc ça c'est super, puis je vais les poser dans un instant. Je vais juste profiter du moment, encore une fois, pour vous inviter à poser vos questions et aussi à vous inviter à passer à l'action sur le site web d'Amnesty. Camille va partager un lien dans le chat. Il s'agit d'un outil en ligne pour envoyer un message au Premier ministre avec les 7 députés qui forment le groupe d'action du gouvernement sur le racisme en copie. Le message demande au gouvernement de reconnaître officiellement l'existence du racisme systémique et d'élaborer une politique et un plan d'action de lutte au racisme systémique en consultation avec les communautés touchées. On a aussi quelques demandes. Vous pouvez modifier le message vous-même. On a aussi quelques demandes plus précises, dont certains en lien avec les forces policières. Et je vous invite à consulter notre page de campagne sur le racisme systémique.
Alors, sans plus tarder, je vais passer aux questions, puis peut-être je vais en poser plusieurs en même temps et vous pouvez, entre vous, donner vos rétroactions. Il y a plusieurs questions qui sont sur des initiatives récentes qu'on a vues. Donc, il y a Louise qui pose la question, qu'est-ce que vous pensez du projet du directeur de la police de Longueuil pour son projet pour aider les policiers à contrer le profilage racial? Ça, c'est un. Une autre, il y a Pierre qui demande, je pense en lien avec le rapport de Montréal sans profilage, est-ce que vous faites le veille des recommandations que vous avez soumises à la Ville de Montréal? Il dit, la Ville de Montréal a pris certaines actions pour répondre à des observations qui ressortent. Par exemple, les projets portés par la Ville de Montréal ne parlent plus de gangs de rue. Ils ont modifié pour dire jeunes à risque de violence. On a Michel qui demande que pensez-vous de la reconnaissance du racisme systémique par la mairesse de Montréal et les recommandations du comité qui a fait les recherches. Après, OK, je vais le laisser à ça, puis peut-être dans un deuxième temps, je peux poser les autres questions qui sont arrivées. Donc, allez-y. La police de Longueuil, je ne suis pas au courant de ce qu'ils ont fait, malheureusement. Moi, j'ai eu des échos. Donc, Monsieur Daguerre, qui est le nouveau chef de la police de Longueuil, il n'y a pas vraiment encore eu de plan détaillé de leur lutte, mais on voit un peu le bagage de M. Daguerre qui, bon, dans les médias du moins, ils disent que c'est quelqu'un qui a tout le temps, qui a souvent lutté, qui a lui-même été victime de profilage, justement parce qu'il est d'origine arabe. Je pense que c'est à voir. Je pense pas qu'on pourrait présentement se positionner sur la pratique ou sur la politique du moins. De ce que j'ai entendu, c'est qu'il comptait diminuer le nombre de policiers qui sont prévus pour répondre aux appels 911, donc d'urgence, pour les repositionner vers plus pour être des policiers communautaires. Encore là, selon moi, il y a plusieurs manières de voir les policiers communautaires. On a des exemples de policiers communautaires, par exemple, en France, qui sont coussi-coussa, si je peux me le permettre. Je pense que c'est à développer. Il y a, par exemple, des organismes qui existent déjà à Montréal, comme Tandem, qui sont principalement dans le quartier Saint-Michel et qui agissent non pas à titre de policiers communautaires, mais d'intervenants communautaires. Puis, ils font un excellent travail également. Donc, il faut voir est-ce qu'on est capable de pallier l'aspect police et communautaire pour faire en sorte que ça fonctionne. Puis, il faut voir les modèles qui ont déjà fonctionné. Mais je pense pas pour ma part, je pense pas qu'on peut nécessairement dire que ça va être une mauvaise ou une bonne politique, à moins qu'on ait vraiment vu les détails. OK, d'accord. Moi, je dirais que ce que je trouve intéressant avec les polices communautaires, c'est qu'il est décrit comme des intervenants communautaires. Alors, pourquoi on met la police? Si on enlève le fusil et tout ça, et ils font une approche communautaire, et je veux dire, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des polices communautaires. Premièrement, ils ne sont pas là 24/7. Ils ne sont pas là pour répondre à des crises. Alors, ça ne donne rien quand ils font plein de travail avec la communauté, mais durant le milieu de la nuit, un policier fait quelque chose, ça gâche tout. Et aussi, il faut se demander pourquoi on envoie des policiers à faire du travail communautaire au travail social pour répondre à des questions de santé mentale, toxicomanie, qui ne sont pas des enjeux criminels. C'est ça un peu la question. Pourquoi un policier qui a aucune des choses qui est plus communautaire, pourquoi serait mieux que quelqu'un qui est formé, qui veut aider les personnes à intervenir? C'est ça un peu mon questionnement. Alors moi, je suis contre complètement ça. Je vous dis présentement, quand je vais avec la police, ça enlève ma crédibilité avec mes clientes. Quand des fois, j'ai pas le choix, quand ils sont suicidaires, ça donne énormément de dommages à notre relation d'aide. Alors pour moi, et je veux dire, c'est complètement non, c'est pas une bonne idée. Et
Oui, c'est ça mon opinion. C'est comme... Ouais. Ben, je peux ajouter quelque chose. Moi, je suis d'accord avec toi, la police communautaire, je pense que ça peut être un cover parfois. C'est ça qu'on a entendu. Les jeunes nous ont dit aussi qu'ils sentaient que c'est un peu pour faire la surveillance. Et pour moi, on devrait retirer les policiers le plus possible de la vie des jeunes, si on parle des jeunes en particulier. Le moindre contact possible, ça serait la meilleure chose pour moi, parce qu'il y a trop de dangers possibles. Mais en termes de solutions, je pense que malheureusement, jusqu'à maintenant, je sais que le plan d'action de la SPVM mettait trop d'attention sur les attitudes, sur les comportements individuels. Et donc, encore, ça met le changement sur les épaules des policiers individuels. Il faut retourner à quelle politique dans laquelle travaillent-ils, qui peuvent même, comment je peux dire, leur permettre ou leur autoriser de faire des interpellations non fondées. J'aime beaucoup référer à un exemple que j'ai lu d'une étude sur comment ils font ça en France et Allemagne. Et malgré le fait que les policiers dans les deux pays prononçaient des préjugés, étaient convaincus des stéréotypes de criminalité, hein? Malgré ça, il y avait beaucoup moins de conflits entre les policiers et les populations racisées en Allemagne. Pas qu'il n'y a pas de problème, okay? Je ne suis pas là, mais c'est une étude. Mais ce qu'ils avaient réussi à faire en Allemagne, c'est d'arrêter d'intervenir au moment où le policier doit aller en contact avec une personne. Donc, au lieu que ça soit le policier, c'est un intervenant communautaire. Ou si le policier veut faire un contact avec une personne, il faut qu'il contacte cet organisme communautaire. Donc, ça prévient que le policier agit sur ses stéréotypes. Quoiqu'en France, on les permet d'agir sur leurs stéréotypes. Donc, il faut absolument, comment je peux dire, attaquer les politiques, la culture, et c'est pour ça que le définancement est si important comme stratégie, parce que notre vision de la police, elle commence d'un... How should I say it had a wrong start. It doesn't have c'est pas une institution qui sert comment je peux dire les bons objectifs. Merci beaucoup. Et je tiens à dire qu'au mois de février, nous allons, la conférence virtuelle qu'on va avoir, c'est sur l'histoire, connaître notre histoire pour comprendre le présent en lien avec le racisme systémique. Donc, peut-être on va être en mesure d'explorer un peu les racines de l'institution qui est la police. Là-dedans. Je vois, j'ai une question. En fait, Daniel nous dit que dans la ville de Québec, les policiers sont accompagnés par un travailleur social lors des interventions pour des problèmes de santé mentale. Elle demande qu'est-ce que vous pensez de l'idée de joindre une travailleuse sociale aux équipes policières. Si je comprends bien, le point de vue de Jessica, c'est qu'à un moment donné, on fait face à des enjeux de santé mentale avec une travailleur ou travailleuse sociale, peut-être il y a on n'a plus besoin de la police, mais peut-être vous pouvez quand même répondre à cette question. Et je vais enchaîner. Il y a Pierre qui demande, est-ce que vous observez des pratiques prometteuses dans les communautés qui peuvent montrer la bonne voie pour améliorer les relations entre la police et les communautés? Qui veut y aller? Est-ce que vous pourriez juste me dire c'est quoi la question? Je n'ai pas entendu. Oui. Est-ce que vous observez des pratiques prometteuses qui peuvent montrer la voie pour améliorer les relations entre la police et les communautés? On dit des financements. Des financements. Mais c'est qui, quelle communauté? Souvent, j'entends des communautés, comme on parle de communautés, mais c'est souvent pas les personnes qui ont le plus de police brutalière qui ont la voix. Alors, moi, je dirais, quand j'explique ça, que ça peut être beau sur papier, ils font cette politique-là, mais sur le terrain,
ça s'applique pas. Même si on arrêtait street checks, OK? Je vous dis présentement, même si ça serait la SPVM dirait, on arrête street check, moi, je vois des policiers font des choses qu'ils sont pas supposés faire à tout le temps, qui sont contre les droits. Et moi, je peux rien faire comme témoin si la personne que je travaille avec, il veut pas porter plainte parce qu'il y a tellement d'obstacles dans leur vie. Tu veux vraiment que quelqu'un qui est en survie, aller prendre plainte de déontologie, ça va prendre 2 ans, faire un témoignage pour avoir quoi comme résultat? Il y a souvent pas de charge criminelle. Une chose comme ça serait jamais une charge criminelle. Il n'y aurait même pas une sanction. Tu sais, ça serait comme une discussion, je m'excuse. J'ai déjà été par rapport à tout ça. Alors, même si on arrêtait par la politique, la culture des policiers c'est tellement ancré dans du racisme et violence et marginalisation. C'est très difficile de réformer quelque chose comme ça. Je veux juste dire, moi, je travaille avec un policier autochtone de liaison. Puis une des premières fois que je suis allée le voir, on cherchait sa voiture, puis il m'a dit « Ah, les policiers, ils ont caché ma voiture. » C'était comme une joke. C'est un peu la mentalité des policiers. Et il me disait aussi que des policiers se rient de lui parce qu'il est la liaison pour la communauté autochtone. C'est comme, c'est juste des exemples, tu sais, des affaires, alors que moi, j'ai déjà vu. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mettre autant d'argent, énergie, temps dans une institution qu'on sait premièrement est not salvageable et qu'on sait que ça n'adresse pas les problèmes sociaux au fond de pourquoi certaines personnes ont plus d'interpellations avec la police et qui ne sont pas reliées au crime du tout. On parle de classe sociale, pauvreté, tout ça. Pourquoi on va adresser un problème social avec la police quand c'est pas ça qui va résoudre le problème? Qui va empirer le problème. En plus, ça même pas ça résout, ça empire le problème. Une question? Non? Tu réagir? Non? Pas pour l'instant. J'ai une question qui vient de disparaître. Laissez-moi voir si je réussis à le trouver. Ah oui. Donc, est-ce que la demande pour définancement de la police implique aussi la demande pour le désarmement? Donc, si dans un premier temps, il y a un désinvestissement partiel, mais la police existe toujours, est-ce que ça implique une demande pour le désarmement? Oui, immédiatement, oui. Oui, désarmement, décoloniser, réinvestir. Puis on demande aussi la décriminalisation de drogue et du travail du sexe, que la ville de faire un moratoire parce que ce sont souvent ceux qui sont criminalisés. Alors, oui, un désarmement. Puis il faut aussi dire, il y a plusieurs corps policiers qui n'utilisent pas qui sont pas armés, sont armés. Je suis pas pour les tasers puis tout ça, mais c'est mieux que je vais me dire mieux, mais ils n'ont pas d'armes présentement. Alors, oui. Super. Puis surtout qu'ils agissent... Non, c'est correct, Marissa. Surtout que les policiers agissent la majorité du temps sur des choses pas violentes, 95% du temps au plus, ils ne devraient pas avoir des armes. Donc, ce que vous proposez quand vous parlez de définancement de la police, c'est vraiment une proposition transformatrice. Le commentaire et question de Massimiliano qui vient d'arriver aborde un peu cet aspect-là. Il dit « Merci pour les très intéressantes présentations. J'ai l'impression que le problème n'est pas tant de chercher à transformer la police ou à réduire son importance dans notre société, mais de réussir à convaincre la population de la démarche. La population générale semble adopter le point de vue policier ou politique sur la question, soit que sans la police, il y aurait plus de crimes. » Donc, Massimiliano est du point de vue que ce n'est pas vrai.
mais il n'en reste pas moins qu'il est très facile de brandir la peur du crime pour justifier l'existence et ou la nécessité de la police. En conséquence, il est difficile pour les politiciens de se prononcer contre la police. C'est pas très gagnant. Donc, sa question est la suivante. Comment sensibiliser ou communiquer avec la population et non pas la police sur ces enjeux-là? Oh boy! Je veux dire, go ahead, Manry. Yeah. No? Well, I mean, c'est une grosse question. Je pense qu'il y aurait plusieurs choses à faire. Je dirais que les médias jouent un rôle important. Et ce que je sais, c'est que les policiers sont en lien direct avec les journalistes. Et donc, ils ont des relations un peu contractuelles. Tu sais, je te donne des nouvelles que tu peux reporter dans ton journal ou etc. Donc, les médias, surtout sur le discours sur les gangs de rue, les médias jouent un rôle extrêmement négatif. Donc, moi, je dirais les médias, mais il y a plusieurs choses, je dirais, à faire pour éduquer la population. Je ne sais pas. Jessica? Je pense que c'est juste écouter ces présentations et d'informer ce que sont les vrais faits de recherche puis témoignages de personnes. Je pense que ça a beaucoup de valeur. Puis oui, c'est très vrai qu'est-ce qu'on essaie de faire est très difficile parce que c'est vraiment aussi mettre comment on dit, dismantle du capitalisme. Tu sais, la police c'est vraiment réimaginer tout un nouveau monde, ce qu'on dit. C'est pas basé sur ta classe sociale, c'est vraiment basé d'avoir plus de distribution équitable de wealth. C'est aussi reconnaître les traumatismes intergénérationnels qui ont été faits à beaucoup de communautés. Quand, tu sais, le milieu féministe carcéral a eu beaucoup qui ont vraiment milité pour avoir plus d'incarcération, d'agresseurs, a vraiment affecté la communauté noire et autochtone au Canada, où on a des incarcérations étonnantes. Et ça n'a pas pris en considération les violences qui ont été faites par le gouvernement, par l'État, avec l'esclavage des personnes noires, des autochtones, les pensionnats, le 60 Scoop et la colonisation qui est encore aujourd'hui. Alors, c'est vraiment définancer la police, c'est vraiment revoir complètement notre système et d'imaginer un système qui est basé comme ceci, de prendre soin d'un de l'autre et pas punitif, de punir les personnes quand ils sont en situation de pauvreté ou qui sont en manque. C'est vraiment d'avoir plus d'égalité sociale. C'est vraiment militer à ça. Alors, c'est sûr que la police, les politiciens ne veulent pas souvent parce que they're upholding the status quo qui est vraiment du capitalisme et il y a quand même quelque chose pour ces personnes qui bénéficient de ce système. Vraiment désolée, mais des personnes, je dis, Valérie Plante, elles bénéficient de ce système présentement. J'essaie d'un exemple, je ne vais pas dire ça, elles sont toutes bénéficient d'un système qui fait beaucoup de violence envers d'autres communautés. Même si c'est intentionnel ou pas intentionnel, ce qui est très frustrant, et c'est qu'on a toutes les recherches. On a toutes, c'est parce que, oui, on a plus de recherches, on a plus, Je dirais, oui, c'est vrai, on a assez de données pour dire, mais au Québec, malheureusement, le milieu académique est assez silencieux. Ah oui, OK. Assez systémique, hein? Oui. Et donc, pour répondre à cette question-là, je dirais que les académiciens ont un certain pouvoir intellectuel qu'ils pourraient utiliser pour donner soutien, pour justement faire disponible de l'information qui servirait aux mouvements sociaux. Donc, non, je dirais qu'au Québec, notre milieu académique est en arrière quand ça vient aux questions de discrimination raciale, et etc. Ouais. Mais il y a un exemple quand même positif, Jessica, le public qui a réagi à votre appel. Oui, complètement.
Veux-tu le partager? C'est ça, oui, c'est comme il y avait un sondage 23 000 qui ont répondu pour définancer la police, 60%, mais ils ont quand même mis le budget qui ont augmenté. Mais depuis ce temps-là, beaucoup de Montréalais se manifestent, il a écrit des emails, puis on a beaucoup de soutien. Il faut toujours penser, ça c'est notre argent que nous dépensons et comment on va le dépenser. Je crois vraiment que, moi, peut-être je suis un peu naïve, mais je crois vraiment que les personnes aimeraient que les personnes en itinérance ou en pauvreté extrême ont de l'aide au lieu d'être mis en prison. Tu sais, que pour leur famille, puis tout. Je pense que vraiment que c'est quand le monde comprenne, parce que je pense qu'il y a beaucoup des bonnes informations, que le monde, il y a beaucoup d'aide pour du monde, puis ils choisissent de ne pas le prendre. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y a tellement de refuges, il y a tellement d'aide, puis tout ça, puis c'est complètement faux. Et si on aurait ces systèmes qui seraient vraiment comme bien et renforcés et que ça ne se rendait pas des listes d'attente, on ne devrait pas attendre des listes d'attente quand il y a un problème de santé mentale. Tu devrais l'avoir tout de suite. Si tu brises ton bras, tu ne vas pas attendre. Ça devrait être la même chose. On aurait beaucoup moins de besoins, puis on pourrait faire beaucoup de prévention. Quand j'entends que des fois, des personnes m'appellent « Hey, je suis vraiment inquiète pour ma voisine, elle pleure beaucoup, elle a l'air en crise. » Si on aurait une place à appeler 911, puis le voisin saurait que ça ne serait pas la police, que ce serait des personnes sympathiques, il serait « Qu'est-ce qui se passe? » Il y a des voisins qui disent que tu sens en détresse, qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Présentement, on n'a pas d'autre système, alors on appelle la police parce qu'on n'a rien d'autre pour appeler. Alors, c'est vraiment de créer ces réponses-là, d'investir dans ces réponses et en même temps, travailler sur la pauvreté, avoir plus d'éducation, je ne sais pas, avoir tutors, tu sais, dans l'éducation pour être capable de réussir à l'école. C'est de faire tout ça à tous les niveaux de notre société. Ouais. Merci beaucoup. J'aime bien l'idée de conclure avec cette idée d'imaginer un autre système qui pourrait avoir le respect des droits humains à son cœur. Donc, un énorme merci de la part d'Amnesty International à nos 4 conférencières et conférenciers, Jessica, Anne-Marie, Rita et Walter, pour leur présence et leur partage. Et à vous toutes et tous pour avoir participé. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir. J'espère qu'on va vous revoir pour notre prochaine conférence virtuelle à la fin de janvier. Et je vous invite encore une fois à passer à l'action avec Amnesty pour lutter contre le racisme systémique et de consulter notre page web. Merci énormément et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Merci, Marissa. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.